Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau cycle de cours de la chaire Civilisation de l'Égypte pharaonique pour 2025, donc 2026. Et le cours de cette année constitue le deuxième volet d'un cycle consacré à la cour en Égypte ancienne, donc entamé l'an dernier. Le premier volet, vous vous en souvenez peut-être, traitait de la cour à l'Ancienne et au Moyen Empire, donc troisième millénaire, première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Celui-ci est centré sur le Nouvel Empire, donc deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et le troisième volet, consacré au premier millénaire avant Jésus-Christ, prendra la forme d'un colloque international intitulé « À la cour du Dieu, organisation religieuse et mécanismes de cour dans l'Égypte du premier millénaire avant Jésus-Christ » qui aura lieu au Collège de France le 13 avril 2026. Alors nous avions insisté l'an dernier, en introduisant la question de manière générale, sur le fait que la cour pharaonique pouvait apparaître comme un parent pauvre des études égyptologiques, occupant une place encore peut-être étriquée entre les travaux centrés sur la figure de pharaons ou des pharaons célèbres, d'une part, et ceux qui interrogent la formation et l'organisation de l'État pharaonique. Il sera évidemment hors de question de prétendre avoir fait le tour de cette problématique de la cour ou même une histoire du statut du courtisan en Égypte ancienne avec les trois volets que je vous propose, mais il nous paraissait important de donner à ce phénomène une perspective diachronique sur la longue durée qui éclaire donc sa place fondamentale dans la civilisation pharaonique. Donc chaque volet de notre étude est centré sur une problématique particulière, un fil directeur qui permet d'orienter l'analyse des sources sur un aspect spécifique qui nous a semblé stratégique de mettre en avant pour chacune des périodes concernées. Alors dans le cours de l'année dernière, notre enquête visait à comprendre comment, dans la première moitié de l'histoire pharaonique, l'homme de cour, le serf, est devenu un type sociologique et comment il a été érigé en référence sociale et culturelle, presque indépendamment, je dirais, de la mécanique de la cour. Alors cela transparaît clairement dans les textes sapientiaux, donc les sagesses du Moyen Empire, mais il est possible de voir se construire ce type culturel du courtisan dès l'Ancien Empire, nous l'avions vu, notamment dans les représentations et inscriptions des tombeaux de l'élite. Dans cette première partie, nous avions vu également comment les travaux de Norbert Elias sur la société de cour, donc centrés évidemment sur une autre période, celle du règne de Louis XIV, et la dynamique que ces travaux ont créée, pouvaient contribuer à fournir des outils d'analyse utiles à celui qui cherche à décoder la documentation égyptienne, notamment pour ce qui concerne le fonctionnement de l'étiquette à la cour, les mécanismes d'autocontrainte auxquels sont soumis les courtisans, et la manière dont cela induit une civilisation des mœurs qui se codifie sous l'impulsion de ce réacteur culturel que constitue l'entourage du roi. Alors, bien entendu, il s'agissait aussi, nous l'avons rappelé, d'utiliser ces outils en les évaluant constamment à leur productivité heuristique pour l'Égypte ancienne et en se gardant d'appliquer des schémas d'interprétation historique préconçus. Et nous avions donc listé en fait tous les problèmes méthodologiques qui se posaient dans l'emploi de ces théories. Alors la problématique centrale du cours 2025-2026 cette année concerne l'évolution du statut du courtisan dans un contexte en forte mutation, celui d'un empire confronté à la concurrence d'autres empires et à la délicate gestion de sa zone d'influence. Donc au Nouvel Empire, puisque c'est la période dont il est question, dans une cour pharaonique devenue un lieu d'intense activité diplomatique et également d'intégration d'éléments étrangers, aussi bien des personnes que des pratiques religieuses ou culturelles,
il s'agit d'étudier quelles aptitudes sont nécessaires au courtisan pour jouer son rôle et tenir son rang dans ce contexte qu'on qualifiera, même si c'est légèrement anachronique, d'internationalisé. Et enfin, donc, pour vous donner un aperçu du troisième volet de notre triptyque sur la cour pharaonique, consacré donc à la dernière grande période de cette civilisation, le premier millénaire avant Jésus-Christ, je dirai quelques mots sur la problématique qui sera centrée sur la question des relations entre cour royale et cour divine. Le modèle de la société de cour peut, nous semble-t-il, s'appliquer aussi bien à la royauté terrestre qu'au monde du divin, dont des sources variées montrent qu'il emprunte son mode d'organisation et de hiérarchisation à celui de la cour du pharaon. Alors, je vais rapidement illustrer cette problématique par deux exemples. Le document le plus significatif, le plus instructif sur la structure de la cour divine, bien connu des égyptologues, c'est un onomasticon provenant de Teptunis, IIe siècle après Jésus-Christ, publié par Jürgen Hosing, qui l'avait présenté ici même. Cet onomasticon contient une liste de titres de dignitaires, serous, on retrouve ce terme ser, qui désigne ici les membres de la cour en général. Alors on voit que dans la liste, ça commence par le roi, donc on a finalement un terme qui en est venu à englober toutes les composantes de la cour pharaonique. Donc connaître les noms des membres de la cour, Naseru, qui représentent les dieux. Chaque dignitaire, chaque titre est associé à un dieu. Donc le début du texte, c'est quant au roi, c'est Réorarti, variante Horus. Quant au prince Erpat, c'est Chou, variante Ségeb, qui conseille en tant qu'aîné, Semsou, c'est Horus qui agit en tant que prêtre lecteur. Donc on voit dans ce texte, la société divine est structurée par une hiérarchie qui appartient à la cour royale, comme s'il y avait un parallélisme exact qui pouvait être fait entre l'organisation du monde divin et celle du monde humain. À travers la conception du dieu-roi, qui devient prééminente dans l'Égypte tardive, le système de hiérarchisation du temple et ses rites trouve des expressions nouvelles et souvent plus explicites. Alors là aussi, un exemple rapide pour vous montrer que la phraséologie du courtisan a notamment été adaptée pour décrire les relations du haut clergé avec le dieu local. Dans cette inscription qui est conservée au musée du Caire, qui fait partie de ce corpus qu'on appelle les Annales des prêtres de Karnak, qui avait été publié par Jean-Marie Cruchten, on nous dit ce jour de l'intronisation, donc c'est l'introduction du prêtre auprès du dieu, Arziesi, dans le grand et noble sanctuaire d'Amon. C'est un ciel sans équivalent, inaccessible sans sa permission. Donc là, on a un univers qui, comme la cour royale, est entièrement réservé au bon vouloir du dieu. Tu m'as confié cette charge en me plaçant en tant que courtisan devant toi, le terme sémer, c'est ami littéralement, qui est un titre de courtisan. Je ne transgresserai pas ce que tu as ordonné. Donc là, le protocole aussi du temple est fixé et doit être suivi absolument par le prêtre. Donc on retrouve dans ces inscriptions la même phraséologie qui était celle qui décrivait les rapports entre roi et courtisan. Le terme utilisé pour l'initiation sacerdotale, bès, est d'ailleurs utilisé à la même période aussi dans les autobiographies de courtisans, quand il mentionne le privilège dont il jouissait de pouvoir entrer dans les appartements privés du souverain. Vous en avez un exemple avec la statue de Hor, troisième prophète d'Amon, conservé à Berlin, qui date du règne d'Osorkon III, donc on est toujours à l'époque libyenne. Le personnage est celui qui est introduit auprès du roi en privé, qui voit le palais dans ses parties les plus secrètes.
Donc on voit le parallélisme très clair qui est établi entre la hiérarchie sacerdotale au sein du temple et la hiérarchie protocolaire de la cour royale, avec en quelque sorte un décalque phraséologique très significatif. Notons aussi, par exemple, que le principe dynamique de la faveur royale se trouve aussi transposé dans le temple à travers l'oracle divin, le Dieu choisissant en quelque sorte d'accorder sa faveur à l'un de ses prêtres méritants. Alors ce ne sont que quelques aperçus rapides d'un ensemble de phénomènes définissant ainsi donc la cour du Dieu, phénomènes qui seront au cœur des analyses présentes lors du colloque du 13 avril, qui sera aussi introduit par un état des lieux sur l'étude de la société de cour en égyptologie et qui comportera aussi, et c'est très important, une approche comparatiste avec d'autres civilisations qui montrent le même phénomène. Il sera question de la Chine ou du monde biblique par des spécialistes de ces domaines. Donc après ce petit teaser en quelque sorte sur le dernier volet de notre triptyque, retournons maintenant au volet central qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Vous voyez ici le programme que nous proposons de suivre jusqu'au 1er décembre, avec donc dès aujourd'hui une vaste introduction aux questions qui seront traitées et une sorte de revue préliminaire aussi des sources dont nous disposons. Alors notre objet, rappelons-le ici, ce n'est pas de faire une histoire du Nouvel Empire, mais évidemment le cadre historique est une donnée fondamentale de notre analyse. Alors, la diapositive que je vous ai ici donnée rappelle le cadre chronologique dans lequel nous évoluons, dans une version révisée de la chronologie proposée par Thomas Schneider. Donc c'est un choix parmi d'autres, sans forcément bien sûr que toutes les questions relatives aux durées de règne de tous les pharaons soient définitivement tranchées, mais on ne va pas au-delà d'une incertitude de 15 ans environ. Donc on peut estimer que, contrairement aux périodes précédentes, il y a un certain consensus sur les cadres généraux de cette chronologie. Alors nous aurons l'occasion dans cette séance et les suivantes de voir plusieurs phases de ce nouvel empire. On parlera du début de la 18e dynastie, avant même Ahmosis, le premier pharaon, donc autour de 1550 avant Jésus-Christ. On évoquera des textes qui datent du règne d'Hatchepsout, d'Amenhotep III, d'Amenhotep II également. On s'intéressera évidemment aussi à la période amarnienne, avec Amenophis IV qui devient Akhenaton et qui fonde une nouvelle capitale à Amarna, donc Arétaton, et puis qui est ensuite capitale qui est ensuite abandonnée avec un retour à l'orthodoxie ammonienne sous Toutankhamon. Et puis dans la dynastie suivante, la 19e dynastie, évidemment, les règnes saillants sont ceux de Séti Ier et de Séti II et de Ramsès II. Et nous verrons aussi quelques textes de la 20e dynastie sous Ramsès III. Mais il faut évidemment avoir bien conscience d'abord de la durée de ces phénomènes et puis du cadre évolutif dans lequel nous nous trouvons au Nouvel Empire. Après le Moyen Empire, donc le territoire égyptien s'était trouvé fragmenté en plusieurs entités, on y reviendra tout à l'heure. Au nord, un royaume dont la capitale était Avaris, dirigé par les rois que l'on qualifiera d'Ixos, sous influence proche-orientale, et donc qui vont être chassés par une dynastie thébaine
qui finalement réalisera la réunification de l'Égypte, donc par Ahmosis vers 1550 avant Jésus-Christ, qui est le véritable fondateur donc, de la 18e dynastie et avec elle du Nouvel Empire. Le Nouvel Empire, c'est une période d'intense prospérité qui s'ouvre pour l'Égypte, avec une politique impérialiste qui amène depuis la Nubie, donc au sud ou le Proche-Orient, un afflux de richesses sans précédent, avec une activité constructive qui atteint son paroxysme dans les sanctuaires de l'ensemble du pays. Durant la 18e dynastie, vous le savez, l'âge des Thoutmosis et Amenhotep, le domaine d'Amon-Ré de Karnak va s'enrichir de très nombreux monuments. Les pharaons se font aussi désormais enterrer à Thèbes, dans la vallée des rois, dans les tombeaux décorés de livres funéraires royaux peints ou gravés par des artisans qui sont installés, eux, dans le village de Deir el-Médine. Après le règne fastueux d'Amenhotep III, la révolution amarnienne, donc, que j'évoquais tout à l'heure, menée par son successeur Amenhotep IV, devenu Akhénaton, va tenter d'imposer un culte exclusif du disque solaire Aton, auquel il dédie une nouvelle capitale, donc Amarna, dont il sera abondamment question pendant les cours. Dès le règne de son successeur Toutankhamon, le retour au polythéisme ammonien va être acté, et ensuite on va retrouver une politique conquérante et constructrice menée par la dynastie ramesside, Séti Ier, Ramsès II et ses successeurs, et je n'ai pas à insister sur les multiples constructions de ces rois, la grande salle hypostyle de Karnak, le temple d'Abydos, les somptueux temples de Nubie, Abou Simbel, etc., qui comptent parmi les plus remarquables. Donc voilà très rapidement le décor, en quelque sorte, et la chronologie qui seront les nôtres pendant cette séance. Dans l'étude de la cour pharaonique au Nouvel Empire, une partie des sources fondamentales reste, comme aux époques précédentes, les textes et représentations des monuments royaux et privés à finalité rituelle, commémorative et ou funéraire. Alors pour ce qui est des monuments royaux, on pourrait citer des centaines d'exemples. J'en choisis un parmi d'autres, la scène représentée ici dans le temple funéraire d'Hatchepsout à Deir el-Bahari, montrant le pharaon Thoutmosis Ier en costume de Fetsed, probablement pour marquer le caractère posthume de son image, qui présente donc Hatshepsut aux courtisans. Le texte qui est associé va comporter la reconnaissance d'Hatshepsut par son père comme celle qui doit lui succéder sur le trône, la convocation de l'audience solennelle et la réaction des courtisans qui approuvent le décret royal. Donc vous voyez une scène finalement relativement classique parmi donc, les sources disponibles sur la cour égyptienne du Nouvel Empire, avec un texte qui nous dit « Sa Majesté fit que l'on lui amène les nobles du roi, les Shepesounesou, les dignitaires, les amis et les courtisans de la résidence, l'élite parmi les hommes, pour qu'ils accomplissent ce qui a été ordonné, alors qu'il plaçait la majesté de la fille de ce Dieu entre ses bras dans son palais. Occurrence d'une session du roi lui-même dans la salle d'audience de l'Occident, ces hommes étaient sur leur ventre dans le palais. » Donc, rappel de l'étiquette qui amène les courtisans à se prosterner devant le pharaon. La forme prise par ce texte est celle de la Königs Novelle, selon l'appellation égyptologique traditionnelle, c'est-à-dire un roman royal, qui met en scène une délibération et une décision du pharaon en présence de ses courtisans. Là, on n'a finalement pas de phase délibérative, on a directement
la décision qu'impose le pharaon, et le reste du texte est souvent consacré à la mise en œuvre de cette résolution, dont la réalisation s'avère in fine toujours couronnée de succès, ce qui évidemment motive la célébration de l'ensemble du processus, autant le succès de l'opération que la clairvoyance et la prescience du pharaon. C'est en fait aussi un processus de glorification de la décision royale que c'est Königs Novelle. Alors, nous avions vu que, alors que les sources disponibles avaient longtemps laissé penser aux égyptologues que le genre ne faisait son apparition qu'au Moyen Empire, les reliefs du temple de Saouré ont fourni des représentations et textes qui prouvaient qu'il existait dès l'Ancien Empire, dès la 5e dynastie. On a en quelque sorte les prémices de la Königs Novelle dans ces représentations et textes du temple de Saouré, où il se trouve assis devant un arbre à encens et qu'il s'adresse aux courtisans en célébrant en quelque sorte l'événement exceptionnel qu'il est en train d'effectuer face à cet arbre à encens d'une valeur inédite. On a le même type d'épisode, toujours dans les reliefs du roi Saouré, la 5e dynastie, on l'avait vu, avec ces scènes montrant le roi rabattant des filets de chasse aux oiseaux à l'aide d'une corde et glorifiant son exploit face aux courtisans. Donc ce genre de la Königs Novelle remonte certainement déjà à l'Ancien Empire, et on voit que le Nouvel Empire n'a fait que reprendre cette tradition. Alors cette filiation de la Königs Novelle du Nouvel Empire avec le genre en vigueur aux époques précédentes, on peut dire qu'elle est extrêmement forte, qu'elle procède même de l'inspiration directe. Nous avions vu aussi l'an dernier qu'un texte célèbre, celui du rouleau de cuir de Berlin, met en scène les constructions lancées par Sésostris Ier, donc pharaon du Moyen Empire, dans le temple d'Héliopolis, un texte dont la datation, on l'avait vu, est controversée. Le manuscrit date d'Amenhotep II, mais certains y voient une copie au Nouvel Empire d'un texte qui a été composé au Moyen Empire, et on avait vu d'ailleurs que certains parallèles avec des inscriptions se trouvant à Karnak au nom de Sésostris Ier pouvaient corroborer cette existence d'un tel récit dès le Moyen Empire, puisqu'on pouvait dresser finalement un parallèle quasiment exact entre les deux contextes, l'un à Héliopolis, l'autre à Karnak, mais que d'autres chercheurs voient dans ce texte une composition de la XVIIIe dynastie, un texte en quelque sorte archaïsant. Indépendamment de ce débat, il est indéniable que dans le propos qui nous intéresse ici, les modèles du Moyen Empire sont copiés et adaptés au Nouvel Empire et restent une source d'inspiration fondamentale. Dans cette perspective, le rouleau de cuir du Berlin nous montre qu'au Nouvel Empire, on est friand de ces modèles Moyen Empire, et on s'y réfère en quelque sorte constamment, qu'on les recopie ou qu'on les pastiche. Pour l'instant, l'interprétation reste ouverte. On peut évidemment aussi voir dans la continuité recherchée à Karnak même avec les scènes de Sésostris Ier au Nouvel Empire un indice aussi de cette référence constante au modèle ancien, puisque, vous le voyez à gauche de l'écran,
on a à Karnak une scène du texte de la jeunesse de Thoutmôsis III qui reprend une disposition identique et une mise en scène de l'audience royale qui est tout à fait semblable à celle de Sésostris Ier. Donc, les représentations, en quelque sorte, de la cour sur les monuments royaux au Nouvel Empire se font constamment sur cet arrière-plan archaïsant et sur cette référence au modèle ancien qui est absolument recherché. Et puis, bon, nous pouvons évidemment citer, dans ce contexte du Nouvel Empire, l'intérêt qui est porté à des textes qui mettent en scène des contes se déroulant à la cour de l'Ancien et du Moyen Empire. On en avait vu plusieurs exemples l'an dernier, notamment le texte de la prophétie de Néferti. Alors là aussi, on a un débat ouvert entre ceux qui pensent que cette prophétie a été composée à la XIIe dynastie pour justifier en quelque sorte l'arrivée d'Amenemhat Ier au pouvoir. D'autres pensent que c'est une composition en quelque sorte archaïsante du Nouvel Empire. Donc là, le débat reste aussi ouvert. Mais ce qui est en tout cas très clair, c'est que ces textes ayant été copiés et recopiés fréquemment au Nouvel Empire, on voit comment cet univers de la cour des époques précédentes reste présent comme un arrière-plan en quelque sorte permanent pour les conceptions de la cour au Nouvel Empire. Alors, pour analyser le statut et le comportement des courtisans, en dehors des monuments royaux, nous avons également à notre disposition des monuments commémoratifs non royaux, ce qu'on appelle conventionnellement des monuments de particuliers ou des sources privées. Je reprends ici un exemple que nous avions évoqué brièvement l'an dernier, celui de Rerouef, courtisan qui a vécu sous le règne d'Amenhotep III et qui avait la charge de régler le protocole dans les cérémonies royales. Nous aurons l'occasion d'en voir de nombreux autres exemples lors du cours suivant. On avait ici un vocabulaire spécifique dans les inscriptions de la statue de Rerouef, puisque le personnage connaît toutes les prescriptions du palais, Tepred, Neb en Ar, ce qu'on pourrait presque traduire par l'étiquette du palais, et qu'il est en position prééminente par rapport aux courtisans à qui il assigne leur place, ce qu'on retrouve aussi dans les représentations de sa tombe qui se trouve dans la Sassif, où il fait en sorte que chaque homme se tienne selon son rang, un emtet, c'est le rang protocolaire occupé par un personnage à la cour. Alors, j'en profite ici pour souligner un phénomène notable dans les représentations du Nouvel Empire, c'est-à-dire l'assouplissement du décorum. On avait vu ce que c'était le décorum, la limitation des possibilités de représentation associées à l'étiquette de la cour et à l'idéologie royale. Par exemple, en fonction de ces règles du décorum, le roi et sa cour n'apparaissent jamais sur les monuments privés égyptiens avant le début du Moyen Empire. Et encore, à cette période, c'est assez exceptionnel. Au Nouvel Empire, à la fois le roi et la reine, souvent, mais aussi les scènes de cour peuvent être représentées dans des tombes, comme l'illustre fort bien donc la tombe de Rerouef dans la Sassif, à Thèbes-Ouest. On a donc maintenant une ouverture en quelque sorte du répertoire iconographique de ces monuments funéraires qui nous donne accès
à des représentations qui n'existaient pas, évidemment, dans les monuments précédents. Non pas que leur référent n'existait pas, puisqu'on l'a vu, de nombreuses scènes de cour aussi, mais ici, on se permet, dans les monuments privés, de les mettre en scène. Alors, une évolution similaire touche aussi les représentations d'étrangers, qui semblent, au Nouvel Empire, se multiplier dans les tombes privées, alors qu'elles étaient rares aux époques antérieures, même si les mentions dans les autobiographies, dans les textes même, étaient fréquentes. Anne Macy Ross, qui a étudié justement les représentations des étrangers, des non-égyptiens dans l'iconographie pharaonique, voit aussi dans ce phénomène l'influence du décorum. Elle pense que la représentation de l'étranger est proscrite jusqu'à assez tard dans l'histoire pharaonique parce qu'il s'agit avant tout d'une prérogative royale. Et seules, finalement, les tombes provinciales, éloignées de la cour au Moyen Empire, on verra celle de Beni Hassan tout à l'heure, semblent échapper à cette emprise du décorum avant le Nouvel Empire. On va trouver aussi des représentations d'étrangers à la première période intermédiaire, donc on voit qu'il y a une connexion assez claire entre cette emprise royale, cette proximité royale, et la possibilité ou non de représenter des étrangers dans les tombes. Elle signale aussi que dans des contextes où on s'attendrait à trouver ces représentations d'étrangers, comme le mastaba de Khnumhotep III à Dachour, dont on parlera très longuement tout à l'heure, eh bien, on n'a que des mentions textuelles et pas de représentation. Alors là, évidemment, on peut aussi soulever la précaution que les décors sont malheureusement très peu conservés. Autre élément notable qui transparaît particulièrement dans les sources privées, c'est ce qui concerne la période amarnienne, cette période entre guillemets de révolution qui voit l'abandon de la théologie ammonienne au profit du culte d'Aton, donc du culte direct de l'astre solaire par les pharaons. Il apparaît très nettement que cette rupture sur le plan théologique ne constitue pas, du point de vue de l'organisation de la cour, une rupture similaire. L'apparence des scènes mettant en avant le couple royal se distingue bien sûr par la mise en avant du rapport au disque solaire Aton. En revanche, la structuration et la représentation de la hiérarchie de la cour, on avait vu comment dans les reliefs de l'Ancien Empire, on présentait la cour avec des différences de taille des personnages pour montrer leur statut hiérarchique. Eh bien, cette structuration, cette représentation se trouve identique, de même que la mise en scène des rites de cour, puisque ici on a une scène de récompense du courtisan qui rappelle celles qui sont représentées fréquemment dans d'autres monuments à d'autres périodes. Ici, vous avez une représentation de la tombe de Mériré, donc à Amarna. Vous voyez que même s'il y a une plus grande exubérance, on pourrait dire, dans la représentation de cette vie autour du palais royal, on retrouve exactement les schémas antérieurs de représentation de la cour. Nous aurons à nous pencher
sur certains cas de figure, mais en première analyse, l'âge amarnien nous paraît être celui, finalement, plus d'une société de cours exacerbée plutôt que transformée. C'est d'ailleurs, à mon sens significatif, que Kate Spence, donc, qui a consacré un article à la cour pharaonique dans le volume collectif dont nous avions parlé, The Court and Court Society in Ancient Monarchies, donc Kate Spence ait choisi de privilégier les sources amarniennes pour montrer la vie de cour dans la civilisation pharaonique, donc preuve qu'on n'est pas ici dans un cas finalement si particulier, mais que ces scènes de cour amarniennes illustrent, et je dirais même de manière encore plus précise, le fonctionnement de la cour pharaonique. Alors, en dehors de ces sources commémoratives, on peut ajouter plusieurs autres types de sources du Nouvel Empire pour comprendre comment fonctionne la cour à cette époque. Alors évidemment, je ne peux pas tous les citer. Je ne peux pas quand même ne pas évoquer certains dossiers connus par des papyrus de nature, disons, pseudo-administrative, on va dire, comme le dossier de la conspiration du harem, un dossier célèbre qui évoque un complot, enfin le traitement judiciaire d'un complot fomenté au sein du harem du pharaon Ramsès III. Le cerveau de cette conspiration était l'une des épouses du pharaon, Ti, qui voulait faire monter sur le trône son fils et qui s'était associé pour cela à plusieurs membres de la cour. Alors, ce dossier comprend plusieurs papyrus, le fameux papyrus judiciaire de Turin, papyrus Lee, papyrus Rollin, papyrus Riffaut, etc. Tous les complotistes dans ces textes sont mis en cause avec mention de leur degré d'implication et de la condamnation qui pèse sur eux, qui les amène souvent soit à être tués ou à se suicider. Dans le papyrus Rollin, qui fait partie de ce dossier, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, on va décrire le rôle d'un de ces conspirateurs qui a fabriqué des figurines et des potions magiques. Donc il y a une sorte de l'usage de sorcellerie pour compléter en quelque sorte l'arsenal qui est déployé pour venir à bout du pharaon régnant. Donc le texte nous dit « Il se mit à faire des écrits magiques pour désorganiser et jeter la confusion en faisant quelques dieux de cire et quelques filtres pour rendre sans force des membres humains et à les remettre à Pabak-Kamen dont Pré n'a pas permis qu'il soit chambellan et aux autres grands ennemis avec ces mots « introduisez-les » et bien entendu, ils les introduisirent. » Donc le texte n'est pas toujours extrêmement clair, mais on voit le rôle de conspirateurs fabriquant donc ces artefacts magiques et les introduisant dans le palais royal. On a ici donc un aperçu finalement inédit et tout à fait rare de ce qui se passait dans les arcanes de la vie de la cour pharaonique, chose qui n'apparaît évidemment jamais dans les monuments officiels ni dans les autobiographies de courtisans. Bon, on se souvient quand même que à certaines époques, sous Pépi Ier, on avait le récit d'intervention de courtisans pour gérer de telles crises, de tels complots à la cour, mais c'est évidemment toujours très allusif. Ici, on a la possibilité de comprendre ce qui se passe dans ces moments où le pharaon et les courtisans sont soumis à rude épreuve à l'occasion d'un complot. Le texte mentionne les fonctions des personnes impliquées en désactivant par la parole leurs fonctions. C'est
assez intéressant de noter cela. Ici, on a Pabak Kamen, dont Frey n'a pas permis qu'il soit chambellan. Ce personnage était effectivement chambellan dans le palais royal, mais en ajoutant dont Frey n'a pas permis qu'il soit, on le prive en quelque sorte a posteriori de sa fonction. Même phénomène avec les appellations, les noms dont sont affublés ceux qui fomentent le complot. Pabak Kamen veut dire ce serviteur aveugle, c'est un sobriquet dérivé du nom originel Pabak Amun, le serviteur d'Amon. On a en quelque sorte condamné à travers son identité le personnage dont on parle dans le texte. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment le texte fonctionne d'une certaine façon comme un processus de dégradation des insurgés qui correspond en fait à une inversion du processus de promotion et de récompense des courtisans. Alors que la cérémonie de récompense du courtisan passe par l'exaltation de son nom et de sa fonction, ici on a en fait un système inverse de dégradation de l'identité et de la charge assumée par chacun des personnages. En quelque sorte, on fonctionne à rebours en fait de processus de promotion et de faveur royale. Alors, en évoquant les sources qui nous permettent d'éclairer le rôle de la cour au Nouvel Empire, on arrive maintenant à une catégorie de sources qui va être fondamentale pour nous, puisque nous nous intéressons à la diplomatie. Ce sont donc des sources qui justement éclairent les relations diplomatiques entre l'Égypte et les puissances du Proche-Orient, qui connaissent, avec le Nouvel Empire égyptien, ou de manière plus générale avec la fin de l'âge du bronze, une intensité considérable. Deux corpus documentaires vont particulièrement nous intéresser. D'abord, les tablettes d'El Amarna, en écriture cunéiforme, ce qu'on appelle la correspondance d'Amarna ou les archives diplomatiques d'El Amarna. Donc, corpus très connu que je présente rapidement, c'est la correspondance royale entre les pharaons de la fin de la XVIIIe dynastie, donc Amenhotep III et Akhénaton principalement, d'une part, et les empires et royaumes du Proche-Orient, d'autre part. L'inventaire des tablettes provenant d'El Amarna, qui sont à notre disposition, compte aujourd'hui 382 numéros, la plupart étant issus de fouilles illégales en 1887. Seule une trentaine de tablettes et de fragments ont été trouvés lors des fouilles régulières menées donc à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle par Petrie, Borchardt et Pendlebury à Amarna, ce qui a permis également de localiser la pièce des archives de la capitale amarnienne, d'où provient très probablement l'intégralité du lot. Alors on a ici donc un aperçu du contenu de la chancellerie royale d'Amarna. Il faut évidemment considérer qu'il s'agit d'une petite partie de ce que contenait initialement cette chancellerie, puisque évidemment beaucoup de documents ont pu se perdre dans l'histoire complexe de cette découverte, et que par ailleurs, ce qui était resté à Amarna après l'abandon de cette capitale et le retour en quelque sorte des pharaons à Memphis, donc qui était là, a dû procéder d'un tri. On a laissé en quelque sorte ce qui n'avait plus forcément un intérêt direct pour la suite des opérations. Alors ces tablettes ont une longue histoire éditoriale que je ne vais pas évoquer ici.
Je mentionnerai simplement 3 recueils de traductions qui facilitent grandement l'accès à cette documentation. L'édition de Morane, donc les lettres d'El-Amarna, parues en français dans la collection Lapo en 87, puis en anglais en 92. L'édition de Reiney, qui procède aussi d'une collation intégrale de l'ensemble des textes, parue en 2014. Et tout récemment, en 2025, l'édition de Lawinger et Yoder, The Amarna Letters, The Syro-Levantine Correspondence, basée sur une édition digitale recensant les textes lemmatisés avec un accès qui permet une recherche en ligne. Et dans l'ouvrage correspond en quelque sorte à la publication papier de cette base de données. Il n'y a pas eu de collation de tous les textes, mais on a une indexation qui peut être très utile. Le premier volume correspond aux textes qui proviennent ou qui sont destinés aux vassaux de l'Égypte, donc au Proche-Orient. Alors, s'agissant de la chronologie de cette correspondance d'Amarna, elle couvre le dernier quart du règne d'Amenhotep III, donc à partir de l'an 30, jusqu'à la fin de l'ère amarnienne, au moment de l'abandon de la ville d'Amarna, donc probablement dès avant l'accession au trône de Toutankhamon, soit un total d'une trentaine d'années, entre 1356 et 1325 avant Jésus-Christ approximativement. En dehors de quelques rares tablettes, donc l'une qui est rédigée en assyrien, la seconde en ourite et les 2 dernières en hittite, tout le reste est rédigé en babylonien, qui est la langue utilisée aussi donc dans l'ensemble de la correspondance et qui était devenue une sorte de langue diplomatique, de lingua franca, qui permettait aux souverains de communiquer. Les correspondants du royaume d'Égypte ont des statuts différents selon 3 catégories principales. Donc, j'utilise ici les belles cartes de l'Atlas historique du Proche-Orient ancien de Martin Sauvage. Vous pouvez distinguer à chaque fois l'origine des tablettes et le nombre de tablettes expédiées ou reçues par chacun des correspondants. On a 3 catégories donc, de correspondants. D'abord, finalement, les empires qui font jeu égal avec le pharaon, c'est-à-dire la Babylonie, qui est appelée aussi Karduniash ou San'ar dans les lettres. Donc, depuis le XVIe siècle, avant Jésus-Christ, la Babylonie est sous le contrôle de la dynastie des Kassites, et les correspondants du pharaon dans les lettres sont le roi Kadashman-Enlil Ier et son successeur Bura-Boriyash II. La Syrie, ensuite, qui à l'époque des lettres d'Amarna est sortie du statut de vassal vis-à-vis du Mitanni, donc son voisin du nord, à la faveur d'une crise de succession dans ce royaume et qui connaît une expansion notable grâce au souverain Assur-Uballit Ier. Ensuite, nous avons le Mitanni, appelé aussi Anigalbat ou Naharina dans les textes égyptiens. C'est le royaume ourite dont la capitale est Ouasoukani, à la localisation encore incertaine. Le correspondant qui apparaît dans ces lettres d'Amarna, c'est le roi Tushratta. L'assassinat de ce dernier et la lutte fratricide qui s'ensuit condamnent le Mitanni au déclin, donc sous la coupe des voisins hittites ici. Et donc c'est le 4e grand correspondant, l'empire hittite, dans l'est de l'Anatolie, qui a connu des hauts et des bas depuis le début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, mais qui prend une nouvelle dimension à l'époque amarnienne sous l'impulsion du roi Suppiluliuma Ier.
À côté de ces grands empires, hein, donc le club des grandes puissances, on a deux puissances indépendantes, Arzawa, donc en Anatolie du Sud, et Alachia, donc Chypre, que sa production de cuivre rend un interlocuteur évidemment stratégique. Et puis à côté de ces grands interlocuteurs, on a une quarantaine de royaumes de Syrie-Palestine qui sont dans une situation de vassalité par rapport à l'Égypte. Donc je ne peux pas tous les citer, Amurru, Byblos, Kadesh, Ougarit, etc. Alors ces vassaux sont dans un degré d'allégeance à l'Égypte qui peut fluctuer en fonction de jeux d'alliance avec les autres puissances locales. Ainsi, le roi Azirou d'Amurru joue un double jeu en assurant le pharaon de sa fidélité, tout en négociant en sous-main avec le camp des Hittites et leurs vassaux qu'il finira ensuite par rejoindre. Et c'est toute cette subtilité des doubles jeux diplomatiques que l'on peut percevoir aussi en filigrane de cette correspondance amarnienne. Cette partie de la correspondance entre l'Égypte et les vassaux de Syrie-Palestine forme la plus grande partie du corpus, 317 lettres au total. Nous reviendrons plus précisément dans les cours prochains sur le contenu de ces archives. L'un des aspects qui va particulièrement nous intéresser dans la problématique qui est la nôtre, c'est le rôle des membres de la Cour dans la gestion de cette correspondance diplomatique. Finalement, ceux qui la produisent, ceux qui l'acheminent, ceux qui la transmettent aux souverains. Je voudrais simplement évoquer ici rapidement l'un des plus connus, hein, un courtisan d'Akhénaton qui s'appelle Toutou, qui possède une tombe rupestre sur le site d'Amarna, où il illustre notamment les récompenses qu'il reçoit du pharaon Akhénaton, donc une scène classique que l'on a déjà vue tout à l'heure avec la tombe de Mérirée. Le rôle diplomatique de Toutou est connu depuis bien longtemps. Il a notamment été réétudié récemment par Federico Zangani, qui a commodément réuni toutes les sources en 2022. Le rôle diplomatique de Toutou transparaît déjà dans les textes autobiographiques de sa tombe, puisqu'il nous dit « Quant aux messagers de tous les pays étrangers, c'est moi qui transmets leurs paroles au palais, me trouvant chaque jour dans lacune, de sorte que je ressorte vers eux chaque jour en tant que messager royal chargé de toutes les instructions de Sa Majesté. » Donc en fait, il fait l'intermédiaire entre les ambassadeurs, les délégations étrangères et le pharaon. Et précisément, ce rôle d'intermédiaire se trouve illustré par le corpus des tablettes d'El Amarna, qui nous fournit des lettres rédigées par Azirou, qu'on a mentionné tout à l'heure, le roitelet du royaume d'Amurru, donc à l'est de Tripoli, dans l'actuel Liban. Et Azirou s'adresse directement à Toutou comme intermédiaire dans la relation entre lui-même et le pharaon Akhénaton. Toutou, mon seigneur, mon père, donc c'est la lettre EA 158. Message d'Azirou, ton fils, ton serviteur, je tombe aux pieds de mon père, pour mon père que tout aille bien. Donc on voit que le roitelet se comporte avec Toutou comme il se comporterait avec le pharaon. Puisque tu es mon père et mon seigneur, je suis ton fils, le pays d'Amurru est ton pays et ma maison est ta maison. Et ensuite, il en vient au cœur même de sa requête. « Et tu es au service personnel du roi, mon seigneur. J'espère que des hommes traîtres ne parleront pas calomnieusement contre moi en présence du roi, mon seigneur, et tu ne dois pas le leur permettre. Et puisque tu es au service personnel du roi, mon seigneur, à ma place, tu ne devrais pas permettre de bavardage calomnieux contre moi. » Donc on voit là, à travers cette lettre, quelle est la position stratégique du courtisan Toutou
à proximité d'Akhenaton, qui va pouvoir évidemment accompagner les messages des correspondants étrangers, faire taire aussi certaines objections ou certains messages compromettants pour Azirou, et pouvoir en quelque sorte orienter la négociation dans le sens que souhaite le correspondant d'Akhenaton. Ici, on a un cas exceptionnel qui met en lumière, en quelque sorte, toute cette zone particulière que constitue la cour comme espace de négociation, espace un peu flou qui permet justement d'utiliser les compétences ou les allégeances de certains de ses interlocuteurs, certains des courtisans, pour le bénéfice des uns ou des autres. Donc on le voit ici, la négociation, elle se fait autant avec le courtisan qu'avec le roi. Peut-être aussi qu'on est dans un contexte où l'intérêt pour les affaires étrangères d'Akhenaton était relativement variable, et ce qui laisse évidemment une place plus grande à un courtisan comme Toutou. Un autre grand corpus qui va évidemment nous fournir des sources fondamentales pour l'étude des relations diplomatiques au Nouvel Empire, ce sont les sources égypto-hittites témoignant de ces relations diplomatiques entre le royaume égyptien, surtout à l'époque ramesside, et les souverains du Hatti. Alors l'une des sources fondamentales, ce sont les archives hittites découvertes à Boğazköy, en Turquie actuelle, l'ancienne Hattusha, la capitale de l'empire hittite. À peine le site identifié et les fouilles entreprises par Ernest Chantre en 1894 ont découvert là-bas des tablettes qui furent envoyées au Louvre, et notamment une lettre de Ramsès II au roi Hattusili III. Les fouilles ont été reprises ensuite par les Allemands à partir de 1906 et se poursuivent encore, et on a trouvé près de 30 000 fragments de tablettes à ce jour. On a découvert notamment à Buyukale l'emplacement du palais hittite sur l'acropole de la ville, nombre de traités et de lettres, néanmoins souvent fragmentaires. Dans ce lot se trouvent notamment une centaine de lettres échangées entre Ramsès II et les souverains hittites qui ont été publiées par Elmar Edel. Alors, il faut se souvenir qu'après l'échec d'une alliance matrimoniale entre l'Égypte et la monarchie amarnienne après la mort d'Akhénaton, les relations étaient devenues conflictuelles entre les deux puissances, ce qui amènera évidemment en point culminant de cette tension la fameuse bataille de Kadesh sous Ramsès II. Et quelques années plus tard, grâce à une intense activité diplomatique, cela a amené la conclusion d'un traité de paix entre Ramsès II et le roi Hattusili III, donc en l'an 21 du pharaon égyptien, ce qui correspond à 1269 avant Jésus-Christ, selon la chronologie qu'on adopte. Plusieurs exemplaires de ce traité de paix égypto-hittite nous sont conservés en hittite dans les archives de Boğazköy et en égyptien sur les parois du temple de Karnak et du Ramesséum. On y reviendra. Dans la correspondance hittite retrouvée dans la capitale du Hatti, la langue employée, c'est soit le babylonien, soit plus rarement le hittite. On aborde un certain nombre de thèmes dans cette correspondance, le sort
d'un prédécesseur d'Hattusili III que celui-ci avait détrôné et qui se trouve en exil plus ou moins protégé par les Égyptiens, qui s'appelle donc Ourit Teshoub. Donc Hattusili III a un œil inquiet sur le sort qui est réservé à ce prédécesseur. On évoque évidemment la préparation du traité de paix égypto-hittite en l'an 21, le mariage de la fille d'Hattusili III avec Ramsès II qui va suivre en l'an 34 de Ramsès II. Cela crée aussi un certain nombre de tensions avec les voisins. On évoque la naissance d'une fille de cette princesse et puis l'envoi par Ramsès II de cadeaux, mais aussi de médecins et des médicaments à la demande du souverain hittite qui souffre des yeux. Donc voilà globalement l'ensemble des thèmes qui sont abordés. Alors, les lettres que Ramsès II envoie à Hattusili III, en voici un exemple, la lettre E9. Ainsi dit Ouser-Mahatrey Setepenrey, donc le nom de Ramsès II, le grand roi du pays d'Égypte, fils du soleil, Ramsès Meriamon, le grand roi du pays d'Égypte, à Hattusili, le grand roi, le roi du pays de Hatti, mon frère, je dis, eh bien, Ramsès Meriamon, le grand roi, le roi du pays d'Égypte, ton frère va bien, mes maisons, mes fils, mes troupes, mes chevaux vont très bien, etc. Donc il y a toute une suite de phraséologie convenue soulignant le fait que d'un côté et de l'autre tout va bien. On évoque ensuite les messagers qui ont été envoyés et qui ont rapporté le fait que tout allait bien dans le pays de Hatti. Et puis, on va ensuite évoquer un certain nombre de cadeaux qui ont été faits par les Hittites, hein, notamment des chevaux attelés, des chars, des étalons reproducteurs, donc caractéristiques de la puissance hittite. Enfin, dans un autre passage de la lettre, on évoque ce qui concerne donc la fille donc d'Hattusili III et du projet de mariage qui a été conclu. Le dieu soleil a exaucé mon souhait que je lui avais fait part. Il a fait en sorte que mon cœur se réjouisse. C'est ce que tu m'as écrit, mon frère. Cette relation est très belle, etc., etc. On voit comment le texte adopte une phraséologie un peu lourde, insistant sur l'accord existant entre les deux souverains, et mentionne aussi de manière détaillée les cadeaux offerts par les Hittites à Ramsès II. Et ça, c'est une constante de la correspondance diplomatique, c'est la mention exacte des cadeaux, de la liste des cadeaux qui est faite, puisque cela a une importance pour jauger en quelque sorte la qualité de la relation entre les deux pays. Dans le texte sont cités aussi les ambassadeurs égyptiens et hittites qui participent aux négociations, Tili Teshoub, Ramosé, Pirir Nawa, Zinapa, Mania. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que sous le nom égyptien, sous le nom de Pirir Nawa, qui apparaît dans cette correspondance, on a pu identifier le propriétaire de différents monuments connus en Égypte au nom d'un certain Parer-Noua. Donc c'est Alain Zivy qui a réalisé cette identification. Donc ce personnage Parer-Noua est aussi appelé Netcherwimès. Il est directeur du trésor, grand intendant de Memphis, directeur de tous les travaux du roi et également envoyé royal sous Ramsès II. Alain Zivy a découvert sa tombe dans les falaises du Boubasteion à Saqqara, c'est la tombe Boubasteion 1-16, en 1996. Il a pu identifier aussi ce propriétaire de la tombe, qui a un double nom, donc Netcherwimès Parer-Noua, sur une stèle qui appartient à Rabernet, la stèle Londres BM EA 555, où on a le nom Parer-Noua, et ce personnage qui est associé à une vache à tort qui sort de la montagne, exactement comme dans la tombe de Saqqara. Donc
ce personnage thébain a très probablement été impliqué dans la décoration de la tombe. Nous avons un cas exceptionnel ici de lien établi entre l'activité d'un homme de cour, donc ce Netcherouimès par Ernou, est impliqué dans des négociations diplomatiques avec les Hittites, et son monument funéraire dans lequel il fournit un autoportrait de lui-même. Alors nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur tout ce que cela peut nous apporter pour définir l'homme de cour dans ses qualités de diplomate. Alors, nous avons vu quelles connexions on pouvait établir entre ces sources diplomatiques, donc les tablettes d'El-Amarna, la correspondance égypto-hittite, et puis des monuments de commémoration de personnages côté égyptien. Et c'est cette jonction, ce recouvrement des sources qui va véritablement nous permettre d'alimenter cette réflexion sur le rôle du courtisan diplomate au Nouvel Empire. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais remettre en perspective ce lien entre courtisan et diplomate pour ne pas laisser croire qu'il s'agit d'une totale nouveauté au Nouvel Empire. Il faut en effet se garder d'associer au Nouvel Empire le début des relations diplomatiques entre l'Égypte et les États du Proche-Orient, car à l'évidence, la documentation issue des sites de Syrie et de Mésopotamie a révélé que cette diplomatie était particulièrement active dès le IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Alors on va voir que d'une part, ce système diplomatique est déjà complètement formé au IIIe millénaire, et que d'autre part, l'Égypte pourrait déjà avoir été impliquée dans ce concert des nations bien avant le Nouvel Empire. Alors, s'agissant des relations diplomatiques au Proche-Orient et de leur ancienneté, je vous donne quelques références bibliographiques, notamment évidemment les travaux de Dominique Charpin, avec l'ouvrage qu'il a publié en 2019, issu de son cours au Collège de France en 2016, que vous pouvez évidemment revoir en ligne. Et puis les travaux fondamentaux de Bertrand Lafont sur les relations internationales au Proche-Orient, à partir d'une série de sources que nous allons voir un peu plus loin. Et puis un ouvrage d'Amanda Podany, plus général, sur, en quelque sorte, la fraternité des rois, ce club, en quelque sorte, des grandes puissances qui s'est développé à partir du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, et la manière dont ils ont tissé des relations codifiées entre eux. Je ne citerai que deux exemples représentatifs pour illustrer cette ancienneté des relations diplomatiques au Proche-Orient, Ebla et Mari. Alors, avec Ebla, nous sommes au IIIe millénaire avant Jésus-Christ, donc un royaume actif qui domine le nord et le centre de la Syrie. Donc c'est le site de Tel Mardir, en Syrie intérieure, à une soixantaine de kilomètres de l'actuel Alep. Et dans ce site, les archéologues italiens ont fouillé ce qui était donc l'ancienne Ebla, capitale d'un royaume dominant donc cette partie de la Syrie, entre 2400 et 2300 avant Jésus-Christ. Ces archéologues italiens, notamment Paolo Mattier, ont exhumé une archive royale dans le palais G, composée de plus de 15 000 tablettes correspondant à 4 000 documents complets. Donc là, on a véritablement la salle des archives et les étagères en place, avec l'ensemble de ces documents rédigés en langue héblaïte, qui est une langue sémitique, à l'aide d'idéogrammes sumériens.
Du point de vue du contenu, on a beaucoup de documents de comptabilité, mais qui nous éclairent aussi sur ces échanges de cadeaux qu'on évoquait tout à l'heure entre royaumes, puisqu'on a là, à chaque fois leur destinataire précis et les occasions pour lesquelles ces cadeaux sont échangés. Mais on a aussi des documents sur la vie du royaume en général, dans tous ses aspects. Et ce que Maria Giovanna Biga a résumé dans l'extrait que je vous ai mis sur la diapositive, les textes permettent aussi de connaître la vie de la première et plus ancienne cour du Proche-Orient que l'on connaisse, une cour très riche et vivante que gagnent des messagers envoyés par beaucoup de royaumes syriens, y compris ceux de Mari sur le Moyen Euphrate, mais aussi de Kish en Mésopotamie et de Nagar dans la haute vallée du Rabour. Beaucoup d'événements tenant à la vie privée de ces cours, parmi lesquels on compte naissance, mariage et mort, ou à des engagements militaires entre les autres royaumes, ou encore les nouvelles des victoires de l'armée éblaïte, sont portés à la connaissance du roi. Elle a développé l'ensemble de ces données dans un article qui est paru aussi dans Orientalia 77, je vous y renvoie. Parmi les textes conservés, on a aussi un texte datant de 2350 avant Jésus-Christ qui est présenté comme le plus ancien traité diplomatique célébrant la paix entre des États, avec d'une part le roi d'Ebla et de l'autre le royaume d'Abarsal, situé sur l'autre rive de l'Euphrate. Un royaume qui, défait militairement, devient alors le vassal d'Ebla. Dans la correspondance diplomatique des rois d'Ebla, on trouve notamment aussi un projet de lettre à envoyer au souverain d'un royaume voisin, celui d'Amazie, dont voici un passage. « Tu es mon frère, je suis ton frère. Comme il est de règle entre frères, quelque désir que tu puisses exprimer, je te le donnerai, et quelque désir que je puisse exprimer, tu me le donneras. » Donc l'image d'une alliance diplomatique, d'un véritable système en place, fonctionnant autour de quelques éléments clés qu'a détaillé Bertrand Lafont, la notion de fraternité entre partenaires, l'assistance mutuelle en cas de conflit, l'attention portée à la question des fugitifs et réfugiés, la formule « amis avec les amis, ennemis avec les ennemis », et d'ailleurs on retrouve ce type de formulation dans beaucoup de traités contemporains, même dans d'autres régions. Par exemple, ce traité provenant de Suse, vers 2250 avant Jésus-Christ, nous dit « l'ennemi de Namramsin est mon ennemi, l'ami de Namramsin est mon ami ». Donc c'est un principe fondamental de la diplomatie à cette période. L'importance aussi des serments avec la malédiction appelée sur la tête des parjures, l'envoi et l'accueil des messagers, l'échange de cadeaux, l'établissement de liens matrimoniaux entre alliés. Donc je vous renvoie à l'ensemble des analyses de Bertrand Lafont sur ce sujet. Pour la première moitié du deuxième millénaire, on a un autre site fondamental, c'est le site de Mari, qui a livré près de 20 000 tablettes, dont certaines fragmentaires, donc découvertes principalement par André Parrot entre 1934 et 1937, mais ensuite au cours de toutes les fouilles archéologiques françaises qui se sont succédées sur ce site. Une partie de cette correspondance de Mari constitue la correspondance passive, c'est-à-dire des lettres reçues par les souverains locaux entre 1810 et 1760 avant Jésus-Christ, en provenance de correspondants qui sont souvent de statut royal, donc depuis la Palestine jusqu'à l'Iran et depuis le Golfe Persique jusqu'à l'Anatolie. Les textes de Mari fournissent des données très détaillées sur la manière dont sont organisées les ambassades, la manière dont ils sont reçus, comment sont organisées les audiences, le protocole suivi et les cadeaux remis aux messagers, mais aussi sur la conception des rapports entre États voisins et sur la conclusion d'alliances. Une lettre de Mari, commentée par Bertrand Lafont et illustrée par cette carte de l'Atlas de Martin Sauvage,
est très éclairante sur la situation géopolitique de l'époque. La lettre dit « Il n'y a pas de roi qui soit réellement fort à lui tout seul. 10 ou 15 rois suivent Hammurabi, le roi de Babylone, autant Rimsin, le roi de Larsa, autant Ibalpiel, le roi d'Eshnouna, autant Amutpiel, le roi de Katna, 20 rois suivent Yamrinlin, le roi du Yamhad. » Ce qui fait donc un total de 80 royaumes faisant allégeance à 6 différents leaders, ce qui sont illustrés par les couronnes rouges que vous avez sur la carte. On a donc ici un monde polycentrique dont l'équilibre est constamment réévalué par des guerres ou des alliances et dans lequel s'est mis en place un système partagé de modes de reconnaissance. Avec cette métaphore familiale, les rois de statut identique qui se traitent de frères et ceux de moindre envergure qui sont les fils ou les serviteurs des premiers. Eh bien, ce système perdurera évidemment aux époques suivantes et c'est le fondement en quelque sorte de ce qui est à l'œuvre dans la correspondance diplomatique amarnienne. Ce qui nous amène évidemment, si l'on prend en compte l'apport de cette documentation du 3e et du 2e millénaire, à relativiser la nouveauté que constituerait le système diplomatique reflété dans les lettres d'El-Amarna. Dominique Charpin l'avait déjà souligné dans un compte-rendu d'un ouvrage sur la diplomatie amarnienne qui voulait y voir les débuts des relations internationales. En fait, on a dès le 3e millénaire ce système mis en place. Dominique Charpin dit que les relations internationales se sont davantage déplacées vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Égypte, qu'élargies. Il souligne aussi que l'intensité des activités diplomatiques ne s'est pas réellement accrue et que considérer l'âge amarnien comme une phase exceptionnelle est certainement une illusion due à la préservation des sources, et il faut évidemment garder tout cela en tête. Alors, la nouveauté serait, dans ce cas, l'inclusion de l'Égypte dans ce système d'échange diplomatique. Mais est-ce que c'est totalement exact? Est-ce que l'Égypte était totalement exclue de relations diplomatiques et de ce système que l'on a vu à l'œuvre dans des sites comme Ebla ou Mari? Qu'en est-il donc des relations diplomatiques avant le Nouvel Empire? Nous sommes certainement victimes, là aussi, des hasards de la conservation de la documentation. On connaît nombre d'objets égyptiens de l'Ancien ou du Moyen Empire qui ont été retrouvés en contexte archéologique sur les sites du Proche-Orient. Dans un cours consacré aux Égyptiens et à la géographie du monde, ici même en 2004-2005, Nicolas Grimal en avait fait l'inventaire. Je vous renvoie à ce cours paru dans l'annuaire. Ces objets montrent la présence d'échanges diplomatiques depuis les débuts de la civilisation pharaonique entre les souverains égyptiens et leurs voisins. Alors, pourquoi pas aussi des échanges de lettres? Dans un article de 2015, Thomas Schneider montre comment les interprétations historiques, reposant uniquement sur l'appréciation des sources disponibles pour une période donnée, sans prendre en compte l'hypothèse du silence conjoncturel des sources, pour les autres périodes, sont vouées à être systématiquement démenties. C'est le cas pour la conception très étriquée qui a eu cours concernant les relations extérieures de l'Égypte à l'Ancien et au Moyen Empire. Comme le dit Thomas Schneider, il n'y a aucune raison de supposer que les rois du Moyen Empire se sont abstenus d'échanger des milliers de lettres avec leurs pairs du Proche-Orient, lettres qui, si elles avaient été conservées, nous inciteraient à réécrire la majeure partie de l'histoire du bronze moyen. Le fragment d'une telle tablette retrouvée à Tel el-Daba, où une empreinte de sceau babylonien ancien a également été trouvée, est probablement envoyé par l'un des deux derniers rois de la première dynastie de Babylone, Ami Saduqa et Shamshi Dutana, confirment cette hypothèse générale. Thomas Schneider cite aussi les annales d'Amenhotep II, provenant de Mitraïné, l'antique Memphis, qui évoque plusieurs expéditions au Proche-Orient pour montrer en quelque sorte l'intensité de ces relations
qui existait entre l'Égypte et cette région du monde. Mais je voudrais m'attarder plus longuement sur une source dont l'importance fondamentale est récemment apparue, à savoir la personnalité d'un homme qui s'appelle Khnumhotep III, dont on connaît le mastaba à Dachour. Ces inscriptions avaient été découvertes en partie par De Morgan, très anciennement, mais elles ont pu être partiellement reconstituées beaucoup plus récemment par James Allen, qui a montré tout l'intérêt que ces inscriptions de Khnumhotep III possédaient. Ce haut personnage, issu d'une famille de nomarques célèbres par leur tombe à Beni Hassan, se trouve donc, lui, enterré à proximité de la pyramide de son souverain, Sésostris III, à Dachour. Dans les bribes d'inscriptions qui nous sont conservées, dont le formulaire s'apparente à certains textes littéraires du Moyen Empire, comme le Naufragé ou Sinoué, on apprend que ce Khnumhotep III a dirigé une expédition au Liban pour acquérir du bois de cèdre, expédition qui se trouve confrontée à un conflit entre le roi, ce qu'on appelle le Malkou de Byblos, sur la côte levantine, et celui d'Oulaza, à 50 km plus au nord. Le corps expéditionnaire de Khnumhotep III doit accoster à Byblos, et le roi local lui adresse cette remarque ironique: « Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es en route pour le port d'Oulaza ?» Le Malkou de Byblos a envoyé ses troupes pour prendre le contrôle des environs, et pour se justifier probablement, il envoie une lettre à Sésostris III, à laquelle le roi répond sévèrement par un décret royal et par l'envoi d'une armée par voie de terre et de mer contre Byblos. Le gouverneur d'Oulaza adresse alors ses louanges à Sésostris III. Alors évidemment, c'est le schéma d'un texte très fragmentaire, mais Jim Allen, par son étude, a pu souligner la plausibilité de ce scénario reconstitué à partir des éléments d'inscription. Nous avons en tout cas ici toutes les composantes des activités guerrières et diplomatiques que l'on trouve au Nouvel Empire dans les tablettes d'El Amarna. Conflit entre roitelets de la côte levantine, envoi de lettres diplomatiques, intervention militaire. Donc on est déjà dans un contexte qui est très proche de celui du Nouvel Empire. Comme l'avait montré Detlef Franke, d'autres documents peuvent être rattachés au dossier de ce Khnumhotep III, qui permettent de mieux définir ce personnage et ses activités. On a parlé de son ascendance et de son père Khnumhotep II qui possède une célèbre tombe à Beni Hassan. Eh bien, dans cette tombe, il mentionne à plusieurs reprises son fils Khnumhotep III. Dans cette scène montrant le propriétaire de la tombe face à des processions de porteurs de tribus et de produits de la chasse, eh bien, Khnumhotep II est suivi par son fils Khnumhotep III, dont la légende précise qu'il est le fils du comte, son fils aîné, que le dieu, c'est-à-dire le roi ici, a élevé, Khnumhotep. Dans cette même scène, le scribe des documents royaux, qui s'appelle Néphérotep, se présente face à Khnumhotep II en lui tendant une tablette qui comporte un texte que l'on peut lire ainsi: « En l'an 6 du règne de sa majesté Horus, chef des deux terres, roi de Haute et Basse-Égypte, Rarépéré Sésostris II, nombre d'Asiatiques que le fils du comte Khnumhotep a amenés pour la galène pour les yeux, à savoir les Asiatiques Ahamou de Chou, soit 37 personnes. » Donc là, on fait référence à une population asiatique qui a été amenée par Khnumhotep, donc le fils qui est représenté juste au-dessus, donc très probablement Khnumhotep III. Et donc ces Asiatiques, eh bien, ils sont représentés juste derrière, avec des groupes d'hommes, de femmes et d'enfants, et puis la célèbre représentation d'un personnage qui est qualifié de Eka Rasset, qui s'appelle Ibesha,
et Karaset, c'est le nom qui servira ensuite à désigner les Hyksos, les populations dominant le nord de l'Égypte à la deuxième période intermédiaire. Donc on voit qu'un lien s'établit très probablement entre ce monde proche-oriental et l'activité déjà de Khnumhotep III pour le compte de son père. Dans l'autobiographie de Khnumhotep II, il évoque aussi la promotion qu'aurait reçue son fils, une grande faveur de la part du roi. L'autre grand, c'est-à-dire ici Khnumhotep III, fut nommé ami unique, le plus grand parmi les compagnons, comblé de cadeaux du palais, un ami unique sans égal, celui à qui les juges prêtent attention, la seule bouche qui fait taire les autres bouches, celui qui apporte le bien à son propriétaire, le gardien de la porte vers les terres étrangères, Khnumhotep, fils de Néri, né de la dame de la maison Réti. On voit ici apparaître le rôle de Khnumhotep III en lien avec la diplomatie étrangère, puisqu'il est le gardien de la porte vers les terres étrangères. Enfin, un autre document épigraphique a pu être rattaché au dossier de Khnumhotep III qui nous éclaire sur son statut de courtisan. Il s'agit d'une inscription en forme de stèle qui se trouve maintenant conservée à l'Oriental Institute de Durham. Ce bloc fait partie d'un ensemble de 2 stèles du Moyen Empire découverts au XIXe siècle par Wilkinson et Burton dans le Wadi Gazouz, donc au sein d'une station à proximité de la piste menant à la mer Rouge, donc non loin du port de Mersa Gawazis. Cette stèle, en fait, n'était pas une pierre indépendante, mais elle a été probablement détachée d'une paroi rocheuse, comme le révèle l'arrière du monument, qui montre clairement des traces d'arrachement. Que nous dit cette stèle? Eh bien, elle commémore l'expédition menée par Khnumhotep en l'an 1 de Sésostris II, donc vers 1887 avant Jésus-Christ, pour établir ces monuments dans la terre divine, ce dernier terme renvoyant très certainement au pays de Mpunt. Je n'entre pas ici dans le débat de la localisation de cette contrée. Notons aussi que les traces d'une expédition avec certains participants communs ont été notées par Pierre Tallet dans le Sinaï à Serabit El Radim, donc créant un lien avec ce témoignage. L'inscription de cette stèle est gravée en écriture rétrograde, donc la première colonne étant la plus proche du personnage, alors que les signes sont orientés dans le même sens que lui. On nous présente donc le chancelier du dieu, le véritable connu du roi, son bien-aimé, son confident, le favori de son maître, un qui connaît les règles, expérimenté dans l'action, qui est loyal envers celui qui l'a promu, qui ne transgresse pas les instructions du palais. On retrouve l'expression tepred en ar, qu'on avait associée à l'étiquette protocolaire tout à l'heure, et les paroles du palais, l'unique du roi qui fut élevé dans le palais, Chorus, seigneur des 2 terres, éduca. Donc on retrouve là l'éducation fournie par le dieu roi qu'on évoquait tout à l'heure. Il est aussi celui qui présente les courtisans au roi, aussi précis que Thoth, le chambellan Khnumhotep. Au vu des documents que nous avons passés en revue, quel est le profil qui se dégage pour Khnumhotep III? Il s'agit d'abord d'un courtisan qui, bien que d'origine provinciale, s'est entièrement construit à la cour royale, si l'on en croit les textes, par la proximité directe du roi, auquel il proclame sa loyauté. Khnumhotep III possède à ce titre la maîtrise totale de l'étiquette et du protocole du palais. Il joue un rôle prééminent dans l'organisation de la cour, puisque c'est lui qui présente les courtisans au roi, Sar Shenit en Nessou, en se comparant rien de moins qu'au dieu Thoth. Mais Khnumhotep a aussi un rôle de chef d'expédition dans les contrées étrangères, que ce soit dans la mer Rouge, vers Punt et le Sinaï, ou vers la côte levantine. Le récit qui se trouve sur son mastaba de Dachour, malheureusement très fragmentaire, relate une mission qui a autant d'aspects diplomatiques que militaires, on l'a vu. Khnumhotep III se trouve visiblement face aux oppositions du roitelet de Byblos et doit alors traiter ce conflit en lien avec son souverain Sésostris III.
Ses qualités d'ambassadeur et de diplomate à l'étranger ressortent de l'évocation de l'autobiographie qu'en donne son père quand il évoque son fils, la seule bouche qui fait taire les autres bouches, celui qui apporte le bien à son propriétaire, le gardien de la porte vers les terres étrangères. Donc au final, le portrait que l'on peut faire de Khnumhotep III s'apparente bien à celui d'un homme qui serait à la fois un courtisan et un diplomate, et donc finalement correspond au profil de ceux que nous nous proposons d'étudier pour la période suivante au Nouvel Empire. En cela, donc, la rupture que constitue le Nouvel Empire doit certainement être relativisée. Il apparaît néanmoins, on le verra, que la relation avec l'étranger et l'intégration de cette dimension dans les pratiques de cour vont prendre au Nouvel Empire une importance majeure qui justifie en soi d'y voir une évolution marquante dans la conception de la vie de cour. En analysant en détail le cas de Khnumhotep III, et surtout grâce à l'éclairage de l'inscription qui se trouve sur son mastaba, on arrive à la conclusion que l'homme de cour est déjà amené dès les hautes époques et bien avant l'époque amarnienne à jouer les diplomates et que son rôle de négociateur est fondamental. Et s'il y a donc une évolution qui se fait jour au Nouvel Empire, elle n'est pas dans la création d'un système diplomatique en Égypte ou même l'adoption de celui-ci en vigueur chez les voisins du Proche-Orient. On peut dire que cette dimension est déjà largement présente. Et donc il va nous falloir mettre en évidence en quoi le Nouvel Empire se différencie-t-il de ce point de vue, et c'est ce que je vous propose de voir à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie.